Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes ancien sous-secrétaire général aux Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci. On va commencer à présenter quelques nouvelles et vous allez commenter et analyser ces nouvelles. Je commence par cette nouvelle qui concerne le président de la République qui a reçu aujourd'hui Michael Worth, le PDG de la compagnie pétrolière américaine Chevron Corporation, œuvrant dans le domaine de l'exploration et la production du pétrole et du gaz. Au cours de l'entretien, le président a affirmé que l'État soutenait pleinement les activités de Chevron Corporation en Égypte, en particulier dans le domaine du forage, de l'exploration et de la production, vu la grande expertise mondiale de cette compagnie dans le secteur pétrolier et gazier. Selon le chef de l'État, cela doit renforcer le secteur pétrolier en Égypte et nous fera tirer le plus grand profit de nos ressources. De son côté, le PDG de Chevron Corporation a apprécié la présence de la compagnie en Égypte en affirmant que sa compagnie tenait à développer son partenariat stratégique avec l'Égypte sous la direction du président de la République. Monsieur Hani, alors, quelle est l'importance d'une telle rencontre entre le président et le président de Chevron Corporation? Bien sûr, le fait que le président, les chefs de l'État lui-même rencontrent les présidents de telles compagnies multinationales, internationales, est d'une extrême importance pour le développement de l'Égypte. Cela donne confiance tout de même à ce genre de compagnie, suscite un peu de compétition entre elles aussi, ce qui est très très bien, et ce qui leur permet aussi de dépasser certains problèmes bureaucratiques qui pourraient exister ici ou là. Donc c'est un effort supplémentaire que le chef de l'État fait. Je crois savoir presque en permanence avec les très grosses entreprises multinationales qui a donné des résultats, par exemple comme avec Siemens, pas simplement dans le domaine de l'électricité, mais dans le domaine des transports ferroviaires, etc. Donc c'est un effort souhaité qui doit être soutenu et que je salue personnellement. Là en ce moment, il y a un problème d'énergie, je parle du gaz, du pétrole, dans le monde en général, vu la guerre russo-ukrainienne, avec la livraison, il y a des problèmes de livraison de la part de la Russie, etc. Là, quelle est l'importance de ce moment-là pour faire une telle rencontre et surtout quelques jours après l'accord qui a été signé entre l'Égypte, Israël et l'Union européenne pour le transfert du gaz? Bien, merci pour cette question qui vient à point, qui est très délicate. D'ailleurs, nous allons avoir bientôt, je pense le 20 juillet, une réunion en Arabie Saoudite, le président américain Biden, avec 5 ou 6 chefs d'État de la région, qui examinera plusieurs sujets délicats, j'en suis sûr, mais dont l'un est des plus importants, je pense, qui pousse à cette visite, c'est le besoin de contrôler l'inflation aux États-Unis et dans le monde entier, en raison de l'augmentation peut-être le triple, 3 fois, 4 fois le prix des carburants aux États-Unis. Donc la question qui se posera, ou une des questions sûrement sur l'agenda de cette réunion du mois prochain, serait l'augmentation du flux pétrolier saoudien ou du Golfe vers le monde afin de tenter de contrôler un peu l'augmentation des prix et l'inflation qui en résulte. Ça, c'est un aspect tout de même depuis 4 ans. C'est positionné dans le forum du gaz dans la région. Ce forum qui fonctionne, qui ne balbutie pas, qui commence, c'est vrai, mais qui progresse. Et vous en avez parlé, par exemple, cet accord récent. Mais avant cet accord, il y a eu, il y a quelques années, la création du pipeline qui ramenait tout ce gaz acheté en Israël, pas par l'Égypte, mais pas par d'autres clients, et qui a été liquéfié à Edfou, à Edkou, par exemple, et transporté vers l'Europe. Je pense essentiellement par le biais de la Grèce. Et il y a ce projet
pipeline sous-marin vers la Grèce aussi, et qui, à partir de la Grèce, pourrait. C'est vrai que le gaz de l'Est de la Méditerranée ne pourra pas suffire à combler le déficit, ne suffira pas à combler immédiatement, je veux dire, le déficit dû à l'interdiction du gaz russe. Apparemment, on a déterminé que cela pourrait être atteint en 2030, ce qui n'est pas très loin tout de même, dans 8 ans. Dans l'histoire, ce n'est pas beaucoup. Donc tout cela renforce le rôle de l'Égypte dans le domaine des énergies fossiles. Mais je pense qu'en parallèle de cela, la tenue de la COP27 bientôt en Égypte, je pense en septembre ou en novembre, est un événement très important qui se tient en parallèle. C'est-à-dire il s'attaquera aux énergies fossiles, mais en tentant sérieusement de créer en Égypte, que l'Égypte soit tout de même à l'avant-garde des efforts internationaux dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Pour plusieurs raisons, le soleil, les divers autres, le vent, et un tas c'est-à-dire une grande possibilité pour arriver à 20% ou plus que 20% de ces énergies. Donc je pense que l'Égypte est très bien placée. Ce qu'il faut, à mon avis, même si je parle franchement comme d'habitude, il faut maintenir les efforts. Parce que souvent, on commence très bien, pas en Égypte, partout dans le monde, et puis après, les efforts s'estompent. Donc aujourd'hui, au niveau exécutif, de l'exécutif égyptien, si cette tendance réussit, je répète, et ce n'est pas pour dire du bien, non, elle réussit. Il faut la maintenir. Et pour que cela soit maintenu, il faut une dynamique constante de la part des ministères concernés, de la part des compagnies aussi, internationales, mais aussi égyptiennes qui coopèrent avec elles, pour faciliter leur travail dans toute la mesure possible et de progresser ensemble c'est-à-dire s'il n'y a pas de dynamisme, si l'on ne fonctionne pas pour améliorer chaque jour, si on fait du surplace, ça ne sera pas bon. Donc pour l'instant, on est très bien placé, il y a une percée, et il faut continuer. Voilà. Il faut continuer. Ouais. Je passe à un autre sujet, c'est concernant le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, qui a inauguré aujourd'hui les activités de la 7e édition du forum dit Les bâtisseurs de l'Égypte. S'adressant à ce forum, le Premier ministre a souligné que l'expérience égyptienne dans le domaine du développement durant ces 8 dernières années est un modèle à suivre, ajoutant que l'État avait fait de grands pas dans le domaine de la construction des logements. Madbouli a indiqué que l'Égypte était en train de mettre en œuvre l'initiative Vie décente qui va réaliser un grand élan dans les villages, la qualifiant de projet du siècle. Alors, Monsieur Hani Abdelaziz, voilà, j'aimerais bien mettre l'accent sur le projet Vie décente. C'est la rénovation, mettre sur place tout ce qui est infrastructure dans les villages les plus démunis ici en Égypte. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, j'ai un avis personnel qui ne correspondra peut-être pas au vôtre. Mais bien sûr, l'Égypte a fait un énorme effort durant les 5, 6, 7 dernières années dans le domaine de la construction, dans le domaine des infrastructures, routes, ponts, etc., surtout au niveau du Caire. Ce que je retiens dans votre intervention est important. Un niveau de vie décent pour les villes, les provinces, les villes, les quartiers les plus démunis. Oui. Le Caire est encombré. On travaille pour l'améliorer. Tant mieux, c'est bien. Mais c'est un gouffre. Moi, je penserais, et je peux me tromper, je ne détiens pas la vérité, qu'un effort supplémentaire, comme vous l'avez dit, doit se concentrer sur les villes et les villages, beaucoup plus. L'intention existe, elle est déclarée. Mais je ne voyage pas beaucoup, mais je voyage tout de même au sein du pays. Et il y a beaucoup d'énormes à faire, beaucoup plus qu'au Caire.
beaucoup plus que dans les grandes villes. Je sais que les grandes villes, c'est important parce que c'est l'image du pays, c'est le développement du pays que l'on montre tout de même à nos hôtes étrangers. Mais pour une vie décente, pour le commun des mortels égyptiens, un effort supplémentaire est absolument nécessaire et vite dans les petits villages. C'est exactement ce qui est en train d'être fait en Égypte. C'est que Vie décente, c'est un projet qui concerne 70% des villages égyptiens les plus démunis. C'est-à-dire que voilà, l'État est là pour construire des hôpitaux, des écoles, pour faire des petits projets pour les villageois. C'est ça le grand projet de Vie décente. Alors, c'est pas loin de ce que vous dites, de vos espérances, si vous voulez. Ce n'est pas loin du tout. Je pense que nous ne sommes pas en désaccord, nous sommes en accord là-dessus. Mais le point où je voudrais en venir est un peu différent. C'est-à-dire, si au niveau de l'éducation, de la population qui opère et qui utilise ces services et ces infrastructures, si ce niveau d'éducation, si ce niveau de prise de conscience, cette prise de conscience fait partie de votre travail, vous les médias, pour que l'on puisse entretenir correctement ces infrastructures, qui coûtent énormément pour un pays comme l'Égypte, qui n'est pas un pays très riche. Donc, je pense qu'en parallèle, il y a un effort à faire de par l'État, de par les médias gouvernementaux et privés, pour pousser les gens à bien entretenir, bien utiliser ces services, ces infrastructures pour qu'elles soient durables, pour qu'elles puissent servir à toutes les générations. Et si les personnes ne sont pas suffisamment éduquées, ils risquent soit de mal les utiliser, soit de ne pas les entretenir correctement en temps voulu. Vous voyez au Caire, il y a de très beaux bâtiments qui ont été faits durant le règne d'Ismaïl Pacha. Mais au centre-ville. Au centre-ville. Hein, mais les gens ne conservent pas. Des bâtiments style haussmannique de Paris, 16e et 17e, les meilleurs quartiers. Et mais malheureusement, vous voyez où ils en sont. On essaie maintenant de les rénover un peu, c'est bien. Je crains que cela arrive avec les immenses infrastructures de qualité qui sont faites, si une grande partie de la population n'est pas suffisamment éduquée, n'a pas la prise de conscience que c'est leur bien à eux et qu'ils doivent le préserver. Voilà. C'est un appel à tout le peuple égyptien, c'est vrai. Bon, pas tout, bien sûr, ceux qui ne font pas attention. Je passe à un autre sujet, c'est concernant un sommet tripartite qui a été tenu hier à Sharm el-Sheikh entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi de Bahreïn, Sheikh Hamad Ben Issa al-Khalifa, et le roi de Jordanie, Abdallah II. Alors, Salih Hamad et Yara Choucha nous donnent les détails de cette rencontre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le roi bahreïni Sheikh Hamad Ben Issa al-Khalifa et le roi de la Jordanie Abdallah II pour un sommet tripartite à Sharm el-Sheikh. Le chef de l'État a accueilli ses invités en tant que cher invité en Égypte, exprimant son appréciation pour les relations étroites et historiques qui unissent les trois pays au niveau officiel et populaire et soulignant le souci de l'Égypte de renforcer leur coopération constructive afin de réaliser des intérêts communs à leurs peuples frères et de renforcer les efforts d'action arabe commune, surtout à la lumière des grands défis résultant de multiples développements régionaux et internationaux. Pour leur part, les deux invités ont salué les liens étroits avec l'Égypte, exprimant leur volonté de renforcer la coopération avec l'Égypte au niveau d'un partenariat stratégique, soulignant que leurs relations représentent une pierre angulaire pour le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que le rétablissement de l'équilibre dans la compte tenu de l'importance cruciale de l'Égypte, de Bahreïn et de la Jordanie sur le plan régional et international. Les entretiens ont porté sur les relations fraternelles étroites, les voies d'une coopération tripartite constructive et la coordination mutuelle sur diverses questions d'intérêt commun, ainsi que sur les derniers développements sur les scènes régionales et internationales et les défis auxquels la région est confrontée. Les dirigeants ont souligné la profondeur des relations fraternelles et stratégiques entre les trois pays frères et l'importance de les renforcer, les développer et les élever au plus haut niveau
afin d'atteindre des objectifs et des intérêts communs. Ils ont également salué le prochain sommet qui sera organisé par l'Arabie saoudite entre les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les États-Unis. Monsieur Hani Abdelaziz, alors comment vous évaluez cette rencontre entre les trois dirigeants, celui du Bahreïn, d'Égypte et de Jordanie? Bien, il est clair que c'est une réunion de préparation, de consultation entre les trois dirigeants avant la tenue de la réunion, je pense, le 20 juillet à Riyad. Ça doit être cela. Mais certaines questions m'étonnent. C'est-à-dire l'absence des Émirats. L'Arabie saoudite, je comprends, parce qu'il y a le différend saoudi-américain qui est là, qui traîne. Il est possible, et je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, que cette réunion de concertation qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh avant-hier, je pense, oui, viserait à trouver des solutions et des compromis pour que cette réunion du 20 réussisse. Ceci dit, il y a certains risques, parce que l'agenda que l'on imagine de cette réunion qui va se tenir 3 jours, d'abord, Biden va atterrir en Israël d'abord, donc il va arriver à Riyad avec l'agenda israélien, essayer de l'expliquer au moins ou de le défendre. Je ne suis pas trop paranoïaque de nature, mais je ne peux pas oublier qu'il y a eu récemment, en mars, fin mars, une réunion au Negev, près de Beersheba, de plusieurs ministres arabes des Affaires étrangères avec leur homologue israélien. Est-ce que tout cela va mener à un point sur l'ordre du jour pour la création d'une sorte de forum moyen-oriental face à l'Iran? Nous connaissons la position américaine concernant l'intervention saoudienne et arabe en général au Yémen. Est-ce qu'il y a un lien à Dieu? Parce que le Yémen, c'est lié à l'Iran. C'est des dossiers complexes. Il y a plusieurs dossiers complexes. Je me demande comment l'on va arriver à des solutions à tout cela. L'affaire du pétrole sera, je l'ai déjà dit, au sommet de l'agenda. La question de l'entente, d'une entente régionale pour contrer l'Iran le sera probablement aussi. Le Yémen le sera aussi. L'Iran le sera aussi. L'action vers laquelle Israël pourrait ou voudrait pousser aussi sera. C'est un sujet délicat. Je me demande comment en 2 jours l'on pourra arriver à des solutions applicables. Parce que dans ma vie tout de même onusienne, j'ai vu souvent des décisions prises qui ne sont pas appliquées. Bien. Parfois, c'est mieux de ne pas les appliquer. Parfois, de toute façon, il faut réaliser une entente entre les pays arabes pour avoir une seule voix, pour essayer de contenir quand même les crises dans la région, comme la crise avec l'Iran, comme au Yémen, etc. Le problème du pétrole mondial. Alors, il faut s'entretenir et avoir une seule voix arabe. Monsieur, vous touchez à un point très sensible qui m'est personnellement très très sensible. Mais j'expliquerai mon point de vue. Mon point de vue, tant qu'il y a dans la région un État ou deux qui ont une suprématie presque dans tous les domaines, cela représente, sans parler de cet État ou cet État en particulier, cela représente à la fin de la journée une menace à la paix et à la sécurité. Parce que si ça marche aujourd'hui, on ne sait pas demain s'il y aura quelqu'un un peu dérangé, un peu on ne sait comment, qui pourrait pousser sur un bouton ici ou là pour imposer sa suprématie. Puisque c'est lui qui a, ou son pays qui a cette suprématie. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une voix arabe commune pour faire face à cette suprématie. Ce n'est pas assez. À mon avis, il faut commencer d'abord par créer, je sais que ça a été sur la table, mais ça, on n'en parle plus, de mettre ça sur la table des négociations, la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et si possible d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive dans toute la région, applicable à tous les États sans exception.
Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, Oui, bien mais sûr. je pense que c'est une... Ça a été lancé par l'ancien président. Oui, ça a été Moubarak, lancé, puis c'est mort. Mm. Il faudrait lier ça à la normalisation des relations, à beaucoup d'autres aspects pour pouvoir avancer. Je sais qu'il y a un refus quelque part, je le sais bien, et ce refus est appuyé par quelqu'un d'autre, mais la paix à long terme ne peut se faire qu'entre partenaires égaux et de manière équilibrée. Sinon, quelqu'un serait tenté. Tout à fait. Un jour, ou pas demain, mais dans 10 ans, 20 ans. L'histoire se fait en centaines d'années, se fait en termes de décennies et de siècles. Il faut penser dans ce domaine. Cet équilibre de suprématie doit être contrôlé au minimum. Pas dire que d'autres États doivent accéder à l'arme nucléaire. Non, je ne parle pas de cela. Je parle qu'il faut ne pas en avoir du tout. Tout à fait. Bon, je passe à l'autre sujet, c'est concernant le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui s'est rendu hier au Luxembourg pour tenir la 9e session du Conseil d'association entre l'Égypte et l'Union européenne. Lors de sa visite, Shoukry s'est entretenu avec le vice-président de la Commission européenne et le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Josep Borrell, et s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn. Salih Hamid et Yarafouch. Les travaux de la 9e session du Conseil d'association entre l'Égypte et l'Union européenne ont démarré dimanche soir à Luxembourg. Ces réunions sont présidées par le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, et le vice-président de la Commission européenne et haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Josep Borrell. Au cours de cette réunion, le document des priorités de partenariat entre l'Égypte et l'UE est adopté. Ce document est considéré comme un cadre de coopération entre les deux parties au cours de la période de 2021 à 2027. Lors de sa visite, M. Shoukry a salué le niveau de coopération existant entre l'Égypte et Luxembourg dans divers domaines, ainsi que les visites et les rencontres mutuelles, notamment la visite du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères au Caire en juin dernier, ainsi que la visite de la délégation parlementaire égyptienne au Luxembourg, présidée par le président de la Commission des droits de l'homme en mai dernier. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné l'importance d'activer le mécanisme de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. M. Shoukry a de même souligné l'importance de renforcer la coopération économique, notamment en augmentant les investissements à la lumière des opportunités prometteuses sur le marché égyptien. Il s'est également entretenu avec le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn. Les deux ministres ont souligné l'importance de la coopération dans le domaine de l'énergie à la lumière de la vision de transformation de l'Égypte en tant que pôle énergétique régional, ainsi que des plans ambitieux du gouvernement dans le domaine de la transformation verte, tout en présentant les efforts de l'Égypte pour se préparer à la 7e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27. Les relations entre l'Égypte et l'Union européenne. Voilà, il y a des activités actuellement. Surtout, voilà, le chef de la diplomatie égyptienne est à Luxembourg pour se rencontrer avec ses homologues de l'Union européenne. Quels sont les objectifs de cette rencontre? Bien, tout de même, l'Union européenne, avec son porte-parole politique et son porte-parole économique, la France et l'Allemagne, les deux vraiment poids lourds, mais l'Italie, on ne peut pas l'ignorer non plus, de la politique européenne, sont très importants pour l'Égypte. Ce sont des partenaires privilégiés, en grande partie. Cela a été démontré d'ailleurs tout à l'heure quand vous avez parlé de l'accord de gaz tripartite Union européenne, Égypte, Israël, que je salue. C'est un domaine important qui devrait pousser, s'étendre sur une base d'égalité et d'intérêt mutuel. J'insiste beaucoup sur ça, parce qu'il faut maintenir tout le temps le rôle de l'Égypte en tant que pays essentiel dans la région, que je dirais même
puissance régionale, en coopération avec d'autres pays, l'Arabie saoudite et d'autres. Mais ce sont des très bons pas qui confirment. Eh bien, la commissaire européenne a assisté elle-même à la signature de l'accord, ce qui est une très bonne chose et qui prouve tout de même la chaleur qui existe. Il faut rajouter aussi que le ministre Chokri est un homme d'un extrême dynamisme. Hein, ah oui, oui, oui. J'ai lu quelque part même, on a parlé du lion de la politique étrangère égyptienne. C'est un homme de fort caractère, qui a ses convictions et qui travaille très fortement, et je pense qu'il fait travailler ses équipes aussi. Sa présence au Luxembourg, à mon avis, fait partie de ses activités générales dans le renforcement des relations entre l'Égypte et l'Union européenne en général, mais surtout dans cette situation de crise en Europe centrale et en Europe de l'Est, qui est très délicate et que nous espérons qu'elle va se terminer dans les meilleurs termes le plus rapidement possible. L'Égypte ne joue pas et n'a pas joué un rôle de médiateur dans cette affaire, et tant mieux. Elle garde à équidistance ses intérêts et ses relations avec les différentes parties. Oui. Et avec la Russie et avec l'Europe. Oui, voilà. Je dis les différentes parties. C'est un équilibre très délicat, très difficile à obtenir, mais jusqu'à présent, je pense que l'Égypte a bien réussi dans son domaine, essentiellement sur une base: je maintiens mes intérêts. C'est mes intérêts qui comptent. Et en diplomatie, en politique, je pense que je l'ai vu au niveau international pendant 30 ans, ce qui compte à la fin de la journée, ce sont les intérêts. Et si on explique très bien ces intérêts à ses partenaires de droite et de gauche, pas de droite ou de gauche, d'un côté ou de l'autre, ça passe. Et je suis quasiment sûr que le ministère des Affaires étrangères, sous la direction du chef de l'État, c'est sûr aussi, ça, ils ont l'expérience. C'est l'équilibre. L'équilibre le fait très bien jusqu'à aujourd'hui, sans intervenir en tant que médiateur, comme beaucoup d'autres pays essaient de le faire. Ouais. Moi, j'aime bien être effacé. Je n'aime pas la publicité. Je n'aime pas être en avant. Le plus important, c'est d'agir en douceur pour obtenir les résultats escomptés. Voilà. Très bien. Bon, je passe à notre dernier sujet pour cette édition. Alors, au cours des 8 dernières années, les relations entre l'Égypte et les pays du Golfe ont connu un développement sans précédent. Chaque réunion entre le président El-Sisi et les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe confirme la profondeur des relations et prouve que la sécurité de l'Égypte et les pays du Golfe ne peuvent être divisibles. Un reportage. Les relations entre l'Égypte et le Golfe sont un modèle unique parmi les pays arabes et les relations bien établies depuis des décennies. Le Golfe a soutenu l'économie égyptienne suite à la décision de libéraliser le taux de change de la livre égyptienne et annuler les transactions en dollars sur les services terrestres fournis aux propriétaires et destinataires de marchandises et les transactions en livre égyptienne. Les pays du Golfe ont également fourni à l'Égypte un dépôt financier d'1 milliard de dollars auprès de la Banque centrale d'Égypte pour une période de 6 ans, ce qui a grandement contribué à soutenir le marché des changes en Égypte. Le Conseil de coopération du Golfe affirme toujours que les relations avec l'Égypte sont le pilier de la sécurité et de la stabilité dans la région arabe, compte tenu de sa position stratégique. Les pays du Conseil de coopération du Golfe sont parmi les pays que le président Al-Sisi a visité le plus. Il avait souligné qu'il existe une alliance et une stratégie entre l'Égypte et les pays du Golfe qui sont basées sur la centralité des relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et il existe une relation stratégique profonde entre l'Égypte et le Koweït. Il existe aussi une grande coopération entre l'Égypte et le sultanat d'Oman, ce qui va de même pour les relations égypto-bahreïnies, car elles sont solides et reposent sur une coopération et un soutien intégré dans tous les défis auxquels sont confrontés les deux pays et la nation arabe en général. Voilà, nous voyons que durant
durant c'est-à-dire les dernières décennies, les relations entre l'Égypte et les pays arabes, et surtout les pays du Golfe, sont excellentes. Là, durant les 8 dernières années, ces relations sont devenues de plus en plus fortes. Comment vous voyez ces relations aujourd'hui? Je ne pense pas qu'elles soient devenues de plus en plus fortes parce que surtout avec les Émirats arabes unis, elles ont été toujours très fortes. Oui, c'est vrai. Donc ce n'est que dans la continuation, dans la continuité des efforts faits par le feu Cheikh Zayed au grand départ et que par la suite ça continue dans le même sens avec des jeunes qui gardent le même esprit. Donc c'est important. Mais je voudrais clarifier quelque chose qui est une erreur dans la pensée de beaucoup d'entre nous. C'est que les relations entre l'Égypte et les pays du Golfe sont des relations à caractère financier. Je ne le pense pas. L'aspect finance existe dans toute relation internationale et bilatérale. Ça existe. Mais je pense que les intérêts dépassent l'aspect financier et purement économique. Les Émirats, par exemple, n'ont pas d'accès à la mer Rouge directement. Ils ont intérêt à avoir un accès ou sécuriser le transport maritime par l'océan Indien, le golfe d'Aden, la mer Rouge, le canal de Suez et les pays méditerranéens. C'est tout à fait normal. Pour cela, s'ils coopèrent avec l'Égypte pour avoir une base logistique, militaire au sud de la mer Rouge, ça correspond aux intérêts stratégiques. Ce ne sont pas simplement des intérêts purement financiers. L'Égypte ne reçoit pas simplement de l'aide, elle reçoit de l'aide, mais elle fournit aussi un soutien diplomatique au niveau mondial, qui est complémentaire aux efforts des autres pays du Golfe. C'est très important. Donc il ne faut pas limiter la relation aux aspects financiers, qui sont importants, je le souligne. Ils nous sont venus en aide dans des moments très difficiles, et non simplement maintenant. Et depuis des décennies et des décennies, même du temps du président Nasser, feu président Nasser, président Sadat, et même président Moubarak. Ça continue, et ça s'améliore. Et ça s'améliore. Mais ce n'est pas le seul élément. Et il y a des intérêts stratégiques de défense commune, d'entraide commune dans d'autres domaines que l'aspect purement financier et économique. Les investissements directs sont importants aussi. S'ils sont revenus à la rescousse de l'Égypte durant les dernières semaines, eh bien, c'est en attendant bientôt tout de même un retour. Ce que je regrette, et je vous le dirai très franchement, c'est que beaucoup d'investissements directs des pays du Golfe sont dans le domaine de la consommation et dans le domaine du détail, et pas dans le domaine de l'industrie et du développement durable. Il faudrait plus d'investissements dans ce domaine-là, s'entraider à créer des emplois, etc. Il y a eu cet accord avec le Premier ministre il y a quelques semaines à Abu Dhabi, ou à Dubaï, avec la Jordanie, et je pense à participer dans l'Irak, pour que les investissements de la région, vers l'Égypte et d'autres, soient des investissements plus industriels qu'ils ne le sont aujourd'hui, et qui profiteraient, dont la productivité profiterait à ces différents États. Je voudrais rajouter, et j'aimerais voir en parallèle à cela, par exemple, un développement, par exemple, des écoles techniques au niveau brevet technique ou bac technique, pour créer une main-d'œuvre hautement qualifiée pour des produits hautement qualifiés. Et ça irait en parallèle avec la création ou ces investissements directs en matière d'industrie. Ça serait une très bonne chose qui profiterait à tout le monde, parce que cette main-d'œuvre qualifiée pourrait être utile en Égypte, elle pourrait être utile en Jordanie ou aux Émirats, ou même en Arabie Saoudite ou d'autres parties du monde. Donc la main-d'œuvre, en fait, qualifiée, c'est la fortune réelle d'un pays. Oui. C'est la raison pour laquelle la main-d'œuvre égyptienne qualifiée était très importante pour les pays du Golfe, il y a quelques années, et jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, mais à un moment donné, elle était l'essentiel. Oui, voilà. Voilà. Aujourd'hui, je pense que nous manquons d'écoles techniques de haut niveau pour un large segment de la population. Et j'en appelle à tous les partenaires régionaux
de coopérer ensemble. J'en ai parlé d'ailleurs avec de très hauts responsables, le numéro 2 dans une réunion du Parti communiste chinois. Je lui ai dit, votre assistance, c'est très bien, mais moi j'aimerais voir des écoles techniques. Voilà. Ça existe, hein, en Égypte. Ça existe très peu maintenant. L'université chinoise, ça existe sur... Oui, mais ça devrait... Non, non, mais nous sommes un pays de 104 millions d'habitants, oui. Donc... il faut aller plus... il en faut beaucoup plus, croyez-moi. Ouais. Il faut beaucoup moins d'universités, peut-être. Ah, c'est possible. Oui, c'est vrai. Pourtant, nous ne sommes pas le pays qui a le plus d'universités en Afrique. Hein. Le Nigeria compte 276 ou 278 universités. Ah, oui. Nous en avons 70. Moi, je pense que c'est un peu trop. Parce que le marché n'absorbe pas toutes ces universités. Mais il peut absorber beaucoup plus de main-d'œuvre technique qualifiée. Ouais. Tout à fait. Là, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la crise mondiale causée par la guerre russo-ukrainienne, il y a le problème des chaînes d'approvisionnement, de tout ce qui est alimentaire, essentiel, quoi. Il y a des produits alimentaires, il y a aussi la livraison du gaz, ou bien le problème des carburants, les prix élevés dans tout le monde, etc., etc. Comment les pays du Golfe, avec les pays arabes en général, l'Afrique du Nord, coopèrent pour faire face à cette crise? À votre avis, bien sûr. Vous savez, la crise qui existe, mais qui s'annonce encore beaucoup plus dure, ne se limite pas à cela. L'inflation est galopante. L'augmentation des prix est galopante. Le chômage augmente. Je parle en Europe. Dans les pays industrialisés, les pays développés de l'Europe de l'Ouest en particulier, l'Europe de l'Est, on ne sait pas très bien parce que les statistiques ne sont pas toujours très fiables. C'est flou, hein. Je ne suis pas vraiment expert en la matière, mais dans mes lectures, je vois que l'on parle beaucoup d'inflation, qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle le bear market, qu'on pourrait arriver à un niveau de développement en dessous de 0. On attend voir la fin de l'année. Il y a deux tendances, deux opinions qui se déclarent, que ça pourrait s'estomper assez vite et que la situation pourrait s'améliorer après décembre. D'autres opinions sont beaucoup plus pessimistes. Nous sommes en période d'attente et d'observation. Il faudrait pouvoir s'en tirer avec le minimum de dégâts possible, ce que l'on tente ici en Égypte de faire par diverses mesures, d'importer moins de produits de luxe, etc., de permettre l'importation des éléments nécessaires à la production, à l'industrie, à l'agriculture. C'est vrai. Mais il y a une augmentation des prix mondiales à laquelle nous ne pouvons pas éviter. Nous n'allons pas l'éviter. Je parlais tout à l'heure, parce que les pays du Golfe sont les producteurs du pétrole. Il y a par exemple l'Afrique du Nord, il y a aussi la Libye, il y a l'Algérie, qui sont des producteurs géants de gaz. Là, ça veut dire qu'ils peuvent, en quelque sorte, coopérer ou aider les autres pays qui ne sont pas fournisseurs. Ils peuvent, mais la question, est-ce que les infrastructures dans ce domaine sont suffisantes pour immédiatement remplacer tout cela? Normalement, non. Et c'est ça. Donc ça risque de prendre quelques années. Et peut-être dans quelques années, cette guerre sera finie, parce que la guerre n'est pas simplement la guerre physique, la violence au quotidien, mais il y a tous les aspects économiques qui vont avec. Et donc nous devons espérer aider si nous pouvons, à s'en sortir, je répète, avec le moins de dégâts possible, survivre correctement, sans tomber dans des excès, en continuant à payer, par exemple, les emprunts, les dettes, le service des dettes que nous avons, ce qui se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Ça se passe plutôt correctement. J'espère que ça va durer par des mesures saines pour surmonter cette crise. Il y a beaucoup de pays qui souffrent,
beaucoup plus que nous, il y en a qui souffriront beaucoup plus. Beaucoup. Il faut limiter les dégâts, je dirais, voilà, en termes simples. Mais je ne suis pas un expert en économie, donc je ne voilà. peux pas m'avancer plus que cela. Non, mais j'aimerais bien profiter de votre présence. Je rappelle que vous étiez sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. À votre avis, est-ce qu'on s'attend à la fin de la guerre russo-ukrainienne bientôt? D'après mes lectures, non. Oui. D'après mes lectures, non. On risque d'avoir une guerre d'usure à long terme moins intense qu'aujourd'hui à un certain moment. Parce que jusqu'à quand les deux camps, l'Occident dans ce général, qui après tout a fourni les armes, hein, et les capacités de la Russie à entretenir un niveau de violence élevé. Je pense qu'après un certain moment, après la stabilisation de la situation à l'est et au sud de l'Ukraine, qu'il y aurait une pause sérieuse, je l'espère en tous les cas, pour permettre certaines négociations. D'ailleurs, on commence à voir tout de même des voix, à entendre des voix en Occident et en Russie même, qui réclament un peu le retour à la paix, le retour à une table de négociation. Ça devient indispensable. Ça devient indispensable. Je ne pense pas que l'Occident peut continuer à très long terme à fournir ce type d'armement. Je ne pense pas aussi que les réserves et la situation économique en Russie leur permettront de maintenir cela à très long terme. Mais j'ai une idée, c'est que le terrain joue toujours en faveur de celui qui est sur place. Ça veut dire? Ça veut dire que la Russie, c'est sa zone d'influence tout de même. Les États-Unis sont très loin. Et c'est peut-être ceux qui payent le moins. C'est l'Europe qui souffre, monsieur. Hein? Et l'Europe doit avoir une voie solide pour déterminer une solution, et pas nécessairement l'imposer, mais essayer de convaincre les deux parties en maintenant des lignes de communication. Parce que le moment où il n'y a pas de communication, au moment où on ne se parle plus, on ne peut pas arriver de solution. Donc les gens doivent se parler, les présidents doivent se parler. Il faut un compromis. Pour arriver à des compromis, à des solutions médianes, et les compromis, c'est quelque chose que j'ai exercé moi-même, ce n'est pas nécessairement de diviser la poire en deux, ou diviser la pomme en deux. Non, parfois, pour cette partie, cette pomme est plus importante que la poire. Donc, je dois la maintenir, mais je dois laisser la poire à l'autre. C'est-à-dire, on peut faire des échanges qui ne sont pas nécessairement tout divisés en deux. Et ça, c'est une grande possibilité qui peut exister. Qu'est-ce qui est irremplaçable pour la Russie et qu'est-ce qui est irremplaçable pour l'Ukraine? Et s'en sortir aussi des égos. Parce que souvent, les guerres sont provoquées par des égos. Et je voudrais finir tout de même cette intervention par dire quelque chose que je répète tout le temps dans toutes les conférences où j'assiste et que nous reconnaissons au Moyen-Orient. Toutes les guerres se terminent par une négociation. Il n'y en a pas une qui ne s'est pas terminée par des négociations. Même la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, regardez qui a été défait, le Japon et la Russie, qui se sont rebâtis et sont devenus tout de même des puissances économiques de premier ordre. Donc, pour revenir, toutes les guerres se terminent par une négociation. Très souvent, dans la plupart des cas, les résultats que l'on obtient dans les négociations après la guerre sont très proches des résultats qu'on aurait pu obtenir par la négociation avant la guerre. Simplement, au milieu, il y a eu des milliers de morts, de veuves, d'orphelins et de villes détruites. Et des dégâts partout. Ouais. Mais c'est dommage, mais je ne sais pas. Je ne veux pas être machiavéliste, mais est-ce que ça rend service aux grandes entreprises? Peut-être. Est-ce que ça rend service aux grandes entreprises de production d'armement? Est-ce que ça permet de renouveler les stocks? C'est possible aussi, les guerres. C'est dommage. On sait très bien que souvent les guerres ont été un catalyseur en période de récession pour relancer les économies. Est-ce que nous sommes dans ce cas? Je ne sais pas. Mais c'est possible que ça va relancer un peu l'économie.
C'est malheureux parce que ça se fait aux dépens, je répète, de veuves de chacun des côtés, Tout à fait. d'orphelins, et encore plus les handicapés qui vont rester handicapés et qui vont garder un souvenir, eux et leurs enfants, de cette atrocité. Il n'y a pas mieux que la paix, monsieur, et je suis convaincu. Mais des paix équitables qui pourraient, je l'espère, éviter d'autres guerres. J'aimerais bien terminer l'émission avec cette phrase « Il n'y a pas mieux que la paix Bien sûr, ». Qu'il faut instaurer partout dans le monde. j'en suis Je convaincu. vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Monsieur Hani Abdelaziz, je rappelle que vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Très bonne soirée.